Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce live sur l'évaluation en classe d'espagnol. Je vais donc vous présenter les grands principes de l'évaluation donc en classe d'espagnol et puis je vais vous montrer aussi l'esprit de la méthode quant à l'évaluation. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire, donc pendant la présentation ou pendant les questions. Vous avez la possibilité sur la page Facebook d'écrire toutes les questions que vous vous posez en commentaire et j'y répondrai donc après cette présentation. Donc, dans ce live, on va parler de l'évaluation en classe d'espagnol. Et donc, je vais commencer par un rappel sur les grands principes de l'évaluation. Donc, ce sont des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais vraiment rappeler les grands principes pour que peut-être les professeurs débutants les aient en tête. Et ensuite, donc, je vais revenir sur les nouveautés qui apparaissent dans les nouveaux programmes et montrer leur impact sur l'évaluation en classe d'espagnol. Et enfin, je vais prendre des exemples concrets donc, de nos méthodes de seconde, donc de Pura Vida seconde et de la méthode de première, donc de Pura Vida première, pour vous montrer concrètement donc, des exemples d'évaluation, de mise en place et donc d'exemples d'évaluation. Donc déjà, qu'est-ce que l'évaluation en classe d'espagnol? Donc, quel est son but? C'est de vérifier que ce qu'on a enseigné dans une séquence est maîtrisé par l'élève. Et donc pour l'élève, ça lui permet de savoir finalement ce qu'il a réussi à faire, quel est le chemin qu'il a parcouru, et puis ce qui lui reste encore à travailler donc pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est vraiment un bilan pour l'élève. Puis pour l'enseignant, c'est vraiment quelque chose de fondamental aussi, puisque ça lui permet de faire un point sur ce qui a été acquis par les élèves et au contraire ce qui n'est pas encore acquis, et donc d'envisager comme ça des outils, des méthodes de remédiation. Donc vraiment, c'est un moment fondamental de l'apprentissage, à la fois pour l'élève et pour l'enseignant. Et donc, le cadre de l'évaluation, donc je vous le rappelle, c'est celui du cadre européen commun de référence pour les langues, donc du CECRL. Et donc, on se base sur ce cadre européen de référence pour fixer les niveaux qui sont visés dans l'évaluation, mais aussi on se sert des descripteurs de ce cadre commun pour créer finalement les critères d'évaluation qu'on retrouve dans les différentes évaluations de la méthode. Et donc finalement, c'est la référence de tous nos critères. Donc ces évaluations, elles peuvent être chiffrées ou non, et donc ça c'est un choix qui appartient à chacun des enseignants. Et finalement, l'objectif c'est de proposer des évaluations assez variées. Par exemple, donc en reprenant vraiment, en évitant de faire que des compréhensions écrites ou que des compréhensions de l'oral, mais vraiment en proposant de façon un peu en alternant, donc à la fois des expressions orales, des expressions écrites, de la compréhension. Et donc dans les méthodes de seconde et de première, c'est vraiment l'objectif que l'on a, c'est-à-dire de varier au maximum les types d'évaluation, puisque chaque élève peut être aussi à l'aise de façon différente en fonction des compétences langagières qui sont travaillées. Donc ça, c'est vraiment le cadre de l'évaluation. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer avec les nouveaux programmes et avec la réforme? Tout d'abord, c'est le fait qu'on insiste sur le fait d'avoir des évaluations très régulières, puisque finalement l'élève va être évalué dans le cadre de l'obtention du baccalauréat à 3 reprises, 2 fois en première et 1 fois en terminale, donc ça c'est une nouveauté. Et puis on insiste aussi donc dans ces nouveaux programmes sur l'importance de la co-évaluation et de l'auto-évaluation. Et donc ça c'est une chose qu'on a souhaité mettre en place dans la réforme. Et puis ce rôle de l'évaluation il est très important puisque avec la réforme on met en place donc le contrôle continu. Et pourquoi c'est un changement significatif pour les enseignants? Parce qu'en fait ils sont plus seulement préparateurs pour les examens, mais maintenant ils deviennent eux-mêmes évaluateurs. Et donc c'est vraiment fondamental d'avoir des critères d'évaluation qui sont à la fois transparents mais aussi très précis,
pour avoir une évaluation la plus globale et puis la plus transparente possible. Et puis pour l'élève, il faut vraiment qu'il soit entraîné régulièrement parce qu'on se rend compte que finalement, dès la première, il va de façon assez régulière être confronté à des situations d'évaluation. Et donc, plus il aura été entraîné et mis dans ces situations d'évaluation, plus il réussira donc les épreuves du baccalauréat. Donc, pour vous rappeler un petit peu les 3 temps importants du baccalauréat, donc vous avez en première 2 moments d'évaluation. Au deuxième trimestre, où l'élève aura une épreuve de compréhension de l'oral et d'expression écrite, puis au troisième trimestre, où là, ce sera une épreuve de compréhension écrite et d'expression écrite. Et enfin, au deuxième trimestre de terminale, on reprend ces différentes activités langagières, puisque l'élève est évalué sur la compréhension écrite, la compréhension de l'oral, l'expression écrite, mais là, on ajoute l'expression orale à la fois en continu et l'expression orale en interaction. Donc ça, c'est pour voilà, les nouveautés de l'évaluation. Et donc les manuels que nous proposons en seconde et en première, finalement, ils sont vraiment adaptés à ces nouvelles exigences. On en a tenu compte dans leur conception, puisqu'on propose des dispositifs d'évaluation à la fois variés et qui font suite à une véritable période d'entraînement, puisque l'élève ne peut être évalué que sur des éléments qu'il a été entraîné à faire, et donc c'est vraiment la logique qu'on a suivie dans les méthodes. Donc, et puis globalement, de toute façon, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une évaluation positive qui tend plus à montrer le chemin à accomplir pour l'élève que finalement à sanctionner ou à montrer les faiblesses. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur dans la méthode. Donc je vais vous montrer maintenant des exemples concrets. Donc déjà, si on regarde le tableau des contenus du manuel de seconde, donc ce que vous voyez là, c'est le tableau des contenus de Pura Vida seconde. Donc on voit par exemple que si on regarde l'unité 7, donc on a tout d'abord sur la page de gauche le titre de la séquence, on a la problématique, les différents documents, et puis on a ensuite à la fin, à droite, la tarea finale et la évaluation. Donc vraiment, on voit que c'est une progression de la séquence qui tend à mettre l'élève en situation de réussite pour la tarea finale et l'évaluation. Donc, et puis on voit également donc là que vous avez par exemple une tâche finale donc, qui propose de crear un video para una campaña de consumo responsable para España, et puis donc vous avez la méthodologie qui accompagne systématiquement les tâches finales, et puis l'évaluation dont on reparlera tout à l'heure, mais qu'on trouve donc dans le livre du professeur, et qui va permettre d'évaluer les élèves à la fin de l'unité. Donc on a aussi en première, donc vous voyez la même logique, et par exemple donc sur l'unité 1, on retrouve en revanche donc, la tâche finale avec sa méthodologie pour la première, et puis sur le livre du professeur et sur le manuel de l'élève, on va avoir vraiment une préparation spécifique pour le baccalauréat, avec voilà, quelque chose qui ressemble aux épreuves que les élèves passeront dans le cadre des épreuves du baccalauréat. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais je voudrais d'abord vous parler de la tâche finale, donc qui est un des types d'évaluation que l'on propose. Et donc là, on voit la page d'ouverture de la Unidad 7, donc sur los españoles ante el consumo. Donc vous voyez ici que dès la page d'ouverture, on voit finalement en bas à gauche tarea finale, et avec donc un rappel de l'énoncé donc de la tâche finale, que va avoir à réaliser l'élève. Et puis ce qui est important, c'est vraiment lorsqu'on présente l'unité, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire l'activité de découverte des différents documents, quand on va présenter la problématique aux élèves, dès ce moment-là, de leur présenter également la tâche finale, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir conscience, avant de travailler sur les documents, qu'ils vont devoir réaliser cette tâche, et puisque ça va leur permettre aussi d'orienter leur apprentissage en fonction de cette tâche finale. Et donc, après avoir fait les différentes activités, on retrouve cette page de tâche finale où vous voyez, donc ici par exemple, on propose aux élèves de créer une campagne pour des consumo responsables. Donc,
on voit bien qu'on reprend l'énoncé de la tâche finale et puis après on détaille de façon assez précise. Vous pouvez voir ici qu'il y a 5 étapes. On détaille les différentes étapes de la réalisation de la tâche finale, où on donne vraiment des consignes très concrètes aux élèves, puisque l'objectif c'est de les mettre en situation de réussite et de leur donner le guidage le plus clair possible. Et vous voyez également qu'on retrouve un petit pictogramme ici, Ayuda. Donc, alors ça peut être souvent soit un modèle de réalisation, quelque chose qui va en fait permettre de lancer les élèves, ceux qui peuvent être un peu impressionnés par l'exercice, par l'activité, pour qu'ils puissent donc, voilà, avoir un modèle et puis se lancer dans cette tâche finale. On retrouve également, donc vous voyez, 2 pictogrammes qui font référence à 2 fiches qu'on retrouve dans le pack de fiches photocopiables. Et donc ces 2 packs de fiches, c'est ce qui va permettre l'évaluation de l'élève. Mais alors avant de revenir sur l'évaluation, je voulais aussi vous présenter un outil très important qui est le livre du professeur. Vous en avez à l'écran donc un extrait. Et sur cet extrait, donc, on voit qu'on donne vraiment des consignes claires pour l'enseignant, pour guider la réalisation de la tâche finale. Et puis on propose aussi des adaptations possibles, puisque par exemple ici, il s'agit dans le cadre de cette tâche finale, il s'agit de créer une campagne de sensibilisation. On propose aux élèves de créer une vidéo, mais on sait que parfois, pour des raisons d'ordre matériel, il n'est pas toujours évident de demander aux élèves de créer des vidéos. Donc on propose systématiquement des alternatives. Par exemple, là, il s'agit de proposer aux élèves de réaliser une campagne radiophonique. Donc voilà, c'est vraiment une alternative qui peut permettre de régler quelques problèmes d'ordre logistique. Et donc ça, c'est à destination de l'enseignant pour qu'il puisse donc vraiment mettre en place la tâche finale. Et si on revient donc, au manuel de l'élève là, que vous voyez sur l'écran, vous voyez aussi qu'on fait référence à une fiche de méthodologie que l'élève peut consulter voilà, pour avoir plein de conseils, d'astuces pour pouvoir réaliser la tâche finale. Et donc les fiches d'évaluation dont je vous parlais, puisque effectivement dans la tâche finale, un aspect important c'est l'évaluation, c'est ce qui va permettre à la fin de la tâche finale de savoir ce qui a été réussi, ce qui a été moins réussi. Donc on propose 2 types de fiches, déjà une fiche qui est pour l'enseignant, donc évaluation de la tâche finale, et donc cette fiche, elle reprend les critères d'évaluation et surtout on vous conseille de la projeter, d'en discuter avec les élèves pendant la réalisation de la tâche finale. C'est-à-dire qu'ils doivent être conscients des critères d'évaluation, c'est pas quelque chose qui doit venir à la fin, qu'on doit leur distribuer comme ça, non, il s'agit vraiment de leur montrer sur quels critères on va les évaluer. C'est des critères qui sont rédigés en français, donc pour qu'il n'y ait vraiment aucune incompréhension de la part des élèves, et donc on souhaite que chacun des élèves comprennent ce qu'on attend de lui. Donc vous avez 3 catégories, contenu, qualité de la langue, présentation, savoir-être. Donc voilà, c'est les grandes catégories de critères d'évaluation. Donc il n'y a pas simplement des critères linguistiques, mais on va aussi évaluer le contenu et puis des compétences transversales comme finalement la capacité à s'exprimer de manière audible, etc. Et donc au moment où vous évaluez la tâche finale, c'est-à-dire que soit l'élève vous rend son travail écrit, ou alors quand il y a une présentation orale, quand vous visionnez une vidéo, donc vous allez évaluer le travail de l'élève, donc en fonction de quatre niveaux de compétences. Donc en cours d'acquisition, donc là quand vraiment il y a encore du travail à accomplir et que la compétence n'est pas maîtrisée, satisfaisant plus, donc là ça correspond en seconde à un niveau A2+, et puis très satisfaisant, c'est-à-dire que là on a un niveau B1 qui est atteint, et donc en fonction de ça, donc l'élève, quand vous allez lui rendre cette fiche d'évaluation, il saura aussi à la fois ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, puisqu'il va devoir travailler pour le futur et puis pour les futures évaluations. Et autre chose, donc je vous le disais tout à l'heure quand je vous parlais des attendus de la réforme, il faut aussi qu'on mette en place une co-évaluation, c'est-à-dire que l'élève va évaluer donc, à travers l'auto-évaluation son travail, mais aussi évaluer le travail de ses camarades, toujours dans la mesure du possible, dans un esprit de bienveillance. Et donc il y a également une fiche qui est destinée à cette auto et à cette co-évaluation.
Donc, pendant qu'un groupe passe ou un élève passe, ses camarades donc, vont proposer une évaluation pour le travail de ses camarades. Donc, on a vraiment rédigé des critères clairs, transparents. Donc, par exemple, là, la campagne a-t-elle un slogan et des messages clairs. Donc, l'élève va devoir estimer sur une échelle de 1 à 3 si le travail du camarade remplit ces critères. Et donc, ça va être aussi une façon de progresser et de voir comment les autres perçoivent le travail de chaque élève. Donc ça, c'est pas ce qui compte, c'est donc évidemment l'évaluation que vous allez proposer, mais ça, c'est aussi un outil très important pour les élèves. Et puis aussi, ça les rend acteurs lorsque les autres proposent une évaluation, ils savent quoi observer, ils se mettent un petit peu dans la peau de l'évaluateur, et ça, c'est très positif aussi pour leur progression. Donc ça, c'était ce qui concerne finalement la tâche finale. Maintenant, si on revient donc au travail que l'on va faire, donc d'évaluation, là cette fois-ci pas de tâche finale, mais d'évaluation des activités langagières, et c'est des évaluations qui vont être sanctionnées là par une note. Donc on a en second donc, des évaluations que vous allez retrouver dans le livre du professeur. Et donc il s'agit à chaque fois d'évaluer 3 activités langagières. Là en l'occurrence vous voyez la compréhension de l'oral, l'expression écrite et puis l'interaction orale. Et donc comme pour la tâche finale, on propose une grille d'évaluation qui permet avec des points d'évaluer le travail de chaque élève. Et là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est vraiment une nouveauté, puisqu'on on a fait un travail au plus près des attendus du nouveau baccalauréat. Donc vous avez ces pages de Preparación al Nuevo Bac, donc, que vous trouvez dans le manuel de première, de Pura Vida première. Et donc c'est une double page où l'on peut retrouver 3 épreuves différentes qui correspondent aux 3 épreuves dont je vous ai parlé tout à l'heure, des 3 épreuves de contrôle continu que les élèves vont passer en première et en terminale. Et donc, sur ces épreuves, on propose également, comme outil pédagogique pour l'élève, des fiches de méthode qui vont lui permettre de préparer les épreuves communes de contrôle continu. Et donc voilà, là pour la compréhension de l'oral, donc c'est la fiche de méthode que vous voyez sur l'écran. On va rappeler les grands principes de la méthode, donner des conseils très simples, très concrets aussi. Donc voilà, de se concentrer, comment organiser son brouillon, comment prendre des notes, et ensuite donc comment réussir les épreuves qu'il aura à passer lors des épreuves de baccalauréat. Donc ça, c'était pour l'année de première. Et donc vous retrouvez l'ensemble des outils dont je vous ai parlé dans le livre du professeur et puis dans le pack de fiches photocopiables qui va avec la méthode. Donc voilà, on voit comment finalement, grâce à Pura Vida, on propose des outils accessibles, mais aussi des outils clés en main, ce qui est fondamental quand on sait à quel point il y a une évolution dans la nature des épreuves du baccalauréat. Et puis c'est de façon générale une évaluation positive, hein, voilà, qui rend l'élève acteur de son apprentissage, et puis vraiment le rendre aussi autonome donc pour aller vers la réussite donc, du baccalauréat. Voilà, donc j'ai présenté donc, assez globalement les principes de l'évaluation, ce que l'on peut trouver dans la méthode à propos de l'évaluation. Donc je vous propose maintenant de poser vos questions. Donc je vous rappelle que vous pouvez les poser en commentaire sur la page Facebook. Alors, donc je vais répondre à la première question. Donc, par rapport aux nouvelles épreuves du contrôle continu, faut-il les créer ou cela vient de la base commune de l'académie? Alors effectivement, il y a peut-être une petite ambiguïté. Donc, dans les épreuves de contrôle continu, elles viennent en fait d'une base commune qui va être nationale. Donc, c'est-à-dire que les sujets sont créés par le ministère et vous pourrez piocher dans ces sujets. Mais nous, ce qu'on propose dans la méthode, c'est des sujets qui correspondent finalement à ces sujets et que vous pourrez utiliser en entraînement, tandis que les sujets de la base de sujets, là, vous les utiliserez pour vraiment évaluer les élèves dans le cadre des épreuves du baccalauréat.
Alors une deuxième question, finalement comment faire? Il faut travailler les mêmes axes que les collègues vu qu'il faut les évaluer sur un axe déjà fait en classe et que le premier examen de contrôle continu est au deuxième trimestre. Alors ça c'est une question importante. Oui, alors la réforme elle implique finalement une sorte de travail d'équipe puisque alors sans avoir à travailler, à proposer les mêmes séquences, les mêmes cours, il faut se mettre d'accord dans la mesure du possible pour pouvoir choisir deux ou trois, enfin trois, quatre axes qui vont être traités en début d'année pour que tous les élèves de première d'un même établissement puissent avoir étudié les mêmes axes lorsqu'ils vont passer la première épreuve au mois de février. Alors, autre question, problème enfin, qui a été repéré dans certaines classes concernant la coévaluation. Donc ils ne sont pas bienveillants entre eux, ils coévaluent plus en fonction des amitiés et des inimitiés. Comment faire? Alors oui, ça c'est un des enjeux qui est soulevé par la coévaluation. C'est quelque chose voilà, qui existe depuis plusieurs années, qu'on met en place dans les classes, mais parfois on se retrouve confronté au fait que les élèves, plutôt que d'observer le travail des camarades et puis d'évaluer ce travail, finalement notent en fonction de la personne qui passe. Alors ça c'est un des problèmes, mais je pense que on peut le contourner déjà en rappelant vraiment, en présentant les grilles d'évaluation aux élèves voilà, au début de la tâche finale ou pendant la tâche finale pour que ils aient vraiment concrètement les critères qui vont leur permettre d'évaluer le travail des camarades. Et puis aussi peut-être quand vous créez les groupes de travail pour la tâche finale, faire en sorte que ce ne soit pas forcément des élèves qui se connaissent bien, mais plutôt séparer les groupes d'amis pour que du coup on ne retrouve pas ces logiques d'amitié qui entrent en compte dans l'évaluation. Et puis de toute façon, cette coévaluation, elle est à titre indicatif, puisque ce qui compte au final, c'est l'évaluation de l'enseignant, et que cette fiche de coévaluation, elle permet de rendre les élèves acteurs, mais ce n'est pas celle qui compte pour l'évaluation finalement finale. Et alors, autre question, y aura-t-il des évaluations sommatives avec Pura Vida? Alors effectivement, on conserve cette logique d'évaluation sommative puisque, alors ça n'apparaît pas dans les manuels, mais dans le livre du professeur de seconde, vous allez trouver par exemple des évaluations clés en main vraiment rédigées avec donc, une compréhension de l'écrit, donc avec le document, les questions, les critères d'évaluation, les points à attribuer et le corriger évidemment qui correspond à cette évaluation. Et puis vous allez également donc, pouvoir évaluer donc, toutes les activités, toutes les compétences langagières grâce au livre du professeur de Pura Vida. Écoutez, voilà, donc c'est la fin de ce Facebook Live. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions donc, sur la page et puis on y répondra plus tard par écrit. Et puis il y a également un questionnaire de satisfaction qui est disponible si vous souhaitez voilà, donner votre avis sur le Facebook Live et puis on tiendra compte de cet avis. Je vous remercie et puis au revoir.